Bon après-midi à tous et bon vendredi. Bienvenue de la dernière de notre série de webinaires intitulée Planification de la relève, l'avantage d'établir sa stratégie de départ sans attendre. Nous avons avec nous aujourd'hui David Burnett d'Avantage Liquidité Partners Limited. La présentation de David durera environ 50 minutes et sera suivie d'une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Cette session sera enregistrée aujourd'hui et disponible sur notre chaîne YouTube pour être revisionnée à nouveau ou pour ceux qui n'ont pas pu assister à la session aujourd'hui. C'est tout à toi, David. Merci. Merci, Aaron. Et bonjour à tout le monde sur la ligne. Comme Aaron a dit, moi, je m'appelle David. Je vais te parler un petit peu de mon histoire et puis ensuite, on va parler de petites entreprises. Mais les petites entreprises, c'est une passion pour moi pendant toute ma vie. Quand j'étais jeune, j'avais toujours une petite entreprise de quelle sorte, soit nettoyer la neige aux voisins sur la rue ou livrer des journaux ou quelque chose comme ça. Quand j'avais 18 ans, c'était temps d'aller à l'université. Alors, je suis allé à l'université au Québec, à l'université Bishop, pour chercher mon bac en administration. Et je pensais vraiment que l'université allait me transformer dans un homme d'affaires, mais en réalité, c'était de me transformer dans un bureaucrate pour les grosses entreprises. Si vous avez une expérience comme ça en université, dans un programme d'administration, on parle toujours des questions, des exemples, par exemple, est-ce que la compagnie devrait aller dans un marché étranger ou est-ce qu'on devrait acheter une telle usine ou faire un tel investissement? C'est toujours des grosses questions pour les grosses entreprises. Mon cœur, c'était toujours dans le domaine de petites entreprises. Alors, quand j'ai sorti de l'université, j'avais la chance d'être un représentant pour les pages jaunes. Et vraiment, ça, c'était la chance pour moi de formaliser mon éducation. Parce qu'avec les pages jaunes, moi, j'allais visiter les entrepreneurs et les dirigeants de petites entreprises et je leur demandais quelle sorte de clients est-ce que vous voulez avoir. Quand le téléphone sonne, qui est-ce que vous voulez que ça soit sur l'autre côté de la ligne? Et j'ai fait ça pendant 7 ans, mais c'était évident à la fin que l'affaire de l'Internet, éventuellement, ça aurait nuire aux pages jaunes. Alors là, j'ai commencé à trouver quelque chose d'autre à faire et j'ai décidé de commencer mon propre petite entreprise. Alors, avec un partenaire, j'ai commencé une petite entreprise qui s'appelait Junkaway à Moncton. On voulait acheter une franchise et on a fait des explorations avec 1-800-GOT-JUNK, mais ils m'ont décidé, ils avaient expliqué que Moncton, c'était pas une ville assez grande pour une franchise de 1-800-GOT-JUNK. Alors, on a copié leur entreprise. On a fait la même chose, mais on a fait nous-mêmes. Et un an après qu'on a commencé, là, ils ont décidé que Moncton était assez grand pour une franchise. Alors, ils ont vendu une franchise pour faire compétition contre nous. Et après 1 an et demi, on a décidé que vraiment, c'était pas l'affaire pour moi. Pour mon partenaire, lui voulait chercher une carrière dans le domaine de planification financière. Mais moi, je voulais engager encore avec des propriétaires et des dirigeants de petites entreprises. Alors, j'ai commencé une compagnie qui était courtier de financement. Alors, j'arrangeais pour mes clients des prêts à la banque, des financements comme des bailes pour les équipements et ce qu'on appelle des factoring facilities en anglais. C'est si on a des recevables, on veut les vendre pour avoir de l'argent aujourd'hui. Je faisais ça aussi. Alors, je faisais des financements. Les gens m'approchaient qui n'étaient pas capables de trouver un prêt à la banque. Ils venaient me voir pour savoir s'il y avait d'autres façons de trouver des financements. Et je faisais les différentes choses jusqu'à la crise financière de 2008-2009. Là, à peu près une moitié des compagnies
que je faisais des affaires avec ont fermé à cause du crise financière. Une des choses que j'ai vues quand je faisais le financement, il y avait des gens qui venaient me voir parce qu'ils voulaient obtenir de l'argent pour acheter une entreprise qui coulait déjà, qui roulait déjà. Alors, j'étais témoin dans plusieurs circonstances où il y avait des gens qui avaient des deals pour acheter des entreprises. C'était pas bien fait. Un exemple. Il y avait une femme à Scotiabank sur la rue Main à Moncton. Elle m'a appelé un jour pour expliquer qu'elle avait un couple qui sont juste arrivés de la Corée. Ils voulaient acheter un petit dépanneur à Moncton. Puis ils avaient un contrat fait par un agent d'immobilier. Et c'était le même contrat qu'on utilise pour acheter une maison. Mais le contrat a été fait dans un fonds pour l'achat du dépanneur et ça donnait au couple 10 jours pour obtenir 95% de financement. Ce n'est pas l'affaire qu'on peut faire avec une petite entreprise. Mais ça, c'était le type de intermédiaire, de broker qui essayait de faire des ententes pour l'achat et vente de petites entreprises. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, là, il y a une opportunité pour moi de faire quelque chose de nouveau dans la région. Alors, j'ai fait mon recherche et j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs grandes compagnies de courtiers d'entreprise. Il y avait une compagnie qui sort des États, ça s'appelle Sunbelt. Il y a plus que 300 bureaux à travers le monde. Et j'ai décidé de m'inscrire avec eux. Alors, je travaillais dans le bureau de Moncton et j'ai commencé mon formation. Alors, à travers une période de 2 années, j'ai passé une semaine à Ottawa, une semaine à Atlanta, en Georgia, puis une semaine à Orlando pour faire mes études. Et là, j'ai fait un grand examen et j'ai réussi à avoir mon certification. Et j'étais le premier au Nouveau-Brunswick de gagner mon certification comme courtier d'entreprise. Et c'est une désignation qui est là, ça fait 30 ans. Alors, j'ai commencé mon bureau à Moncton. Pendant 36 mois, j'ai réussi à vendre 35 entreprises. Alors, si on regarde les chiffres, on voit que c'était une entreprise, un bureau qui a eu un grand succès. Mais la réalité de la situation, c'est que courtier d'entreprise, ce n'est pas une bonne affaire. Et puis, quand les gens me demandent si c'est une bonne entreprise, je dis non, c'est pas un bon business du tout. Pourquoi? Parce que ça peut prendre une année ou deux de convaincre un propriétaire qu'il faut inscrire avec moi pour vendre son entreprise. Puis ensuite, quand j'ai réussi à avoir l'inscription, là, ça peut prendre 2-3 années pour vendre l'entreprise. Et un courtier d'entreprise, lui, est payé à la fin du processus quand l'entreprise est vendue. C'est un système de commission à peu près la même affaire que les agents immobiliers. Alors, en 2008, j'ai eu l'inscription du Dixie Lee sur la rue Mountain à Moncton. Et en décembre de 2011, j'ai réussi à vendre le Dixie Lee sur la rue Mountain à Moncton. Alors, ça m'a pris comme 3 ans de vendre cette entreprise-là. Puis, le propriétaire, lui, s'appelle Tony. Tony m'a dit, « Wow, regarde, ça, c'est un très bel check que tu as juste viens de réussir. » Et j'ai dit, « Tony, la petite fille qui travaille en avant, qui vend le poulet pour toi, elle a gagné plus d'argent pendant les 3 dernières années que moi. » Alors, ça, c'est la réalité d'être un courtier d'entreprise. Et à la fin de 2011, j'ai décidé, non, je ne peux pas faire ça. Ça ne fait aucun sens. Alors, j'ai sorti de l'industrie. J'ai pris une position avec la banque American Express et j'étais chargé des programmes des prêts roulantes pour les entreprises qui avaient des ventes de 5 à 50 millions dans la région. Alors, c'était un différent marché pour moi. Et j'ai passé beaucoup de temps dans l'auto. Et quand je travaillais et voyageais partout, l'île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, la téléphone, ça sonnait toujours. C'était des gens qui ont entendu mon nom, des gens qui voulaient vendre les entreprises, les gens qui ils essayaient d'acheter quelque chose. Puis, ils ont réussi à trouver mon nom de quelqu'un. Puis, il dit, « Dave, je veux acheter, je veux vendre, est-ce que tu peux m'aider? » Et je disais toujours non. Un jour, c'était un homme qui s'appelle Bob qui m'a appelé. Et Bob a dit,
Dave, j'ai trouvé une entreprise et je connaissais Bob parce que lui était un de mes clients quand j'avais mon bureau Sunbelt. J'ai dit, Bob, je ne fais pas ça encore. Il dit, Dave, j'ai besoin de ton aide. Je suis allé au comptable, lui me dit quelque chose. Je suis allé à l'avocat, lui me dit quelque chose. Mais ni un ni l'autre sont capables de m'informer comment il faut naviguer le processus d'avoir une entente qui marche pour moi et qui va satisfaire le désir du vendeur. Alors, j'ai dit, OK, Bob, j'ai un emploi à temps plein. Je peux vous aider. J'ai la connaissance, j'ai l'expérience, mais comme je ne suis pas courtier, il faut que je travaille comme un consultant. Je vais te charger à l'heure et je ne peux pas te rencontrer durant les heures d'affaires. Et Bob dit, OK, d'accord, alors samedi à 9 heures. OK. Alors ça, c'était le commencement de mon nouveau entreprise. On appelle ça un side hustle en anglais. Alors, c'était quelque chose à côté que je faisais en surplus de mon emploi avec American Express. Et pendant 2 années, le nombre de clients avec qui je faisais des consultations, ça agrandissait, ça agrandissait. Après 2 ans, les gens à American Express, ils ont décidé il y avait un autre gars à Halifax, ils ont décidé que 2 gens en Atlantique, c'était trop. Ils veulent éliminer une des positions. Puis moi, j'ai levé mon main, j'ai pris un forfait. Et là, j'ai commencé à temps plein mon entreprise de consultation pour aider aux gens d'acheter et vendre les entreprises. Mais c'était pas comme avant. J'étais pas un courtier qui gagnait des commissions. Je suis maintenant un consultant qui travaille à l'heure ou par le projet. Alors, ça marche beaucoup plus mieux pour moi parce que chaque semaine, j'envoie des factures à mes clients et je fais plusieurs choses pour gagner des clients. La première affaire, j'écris des livres. Alors aujourd'hui, j'ai 7 livres qui sont sur Amazon. Je vais parler plus de ça à la fin. Et j'ai aussi un canal sur YouTube. Chaque semaine, je fais une nouvelle vidéo au sujet d'acheter, vendre et la gestion des petites entreprises. Alors, ça me rend des clients aussi. Et en 2018, plus que la moitié de mon revenu, c'est venait des clients aux États-Unis. Alors moi, ici à Moncton, je suis un exportateur d'informations, de conseils. Alors, pourquoi est-ce que les petites entreprises sont vendues? Okay, ça, c'est la grande question. Et si on surveille ce qu'on voit sur l'Internet, si on va à Chapters pour voir les livres qui sont à vendre, on voit beaucoup de titres et des articles qui parlent au sujet de comment gagner le maximum pour la vente de notre entreprise. Et on voit des gens, des exemples, des gens qui sont dans des grandes entreprises ou des moyennes entreprises, disons, qui ont fait des choses pour gagner le plus d'argent possible. Et ça, c'est le rêve qui est vendu par les experts. Okay? Mais moi, dans mon expérience, c'est très peu de gens qui planent le sortie de leur entreprise. Je parlais l'autre jour avec un monsieur à Minneapolis. Lui il a aujourd'hui une compagnie qui fait soin aux gens âgés chez eux, Home Care. Et lui a acheté l'entreprise 2 ans passés et ça ne gagnait pas de l'argent, c'était en faillite presque. Et maintenant, aujourd'hui, ils font un profit et il veut travailler avec moi pour maximiser le montant qu'il peut avoir et il plane son sortie pour 2 ans de maintenant. C'est vraiment rare un genre comme ça. 1 dans 100. La majorité des gens qui ont une petite entreprise, ils sont là parce qu'ils ont besoin d'un revenu personnel. Ils ont besoin de gagner de l'argent pour payer l'hypothèque et pour avoir l'épicerie. Okay? Alors, ils ont besoin de gagner de l'argent pour vivre. Et quand ils gagnent l'argent et quand ils gagnent assez d'argent, leur rêve pour l'avenir, c'est la même chose que tous les autres gens. Est-ce que j'ai assez d'argent pour mon retraite? Est-ce que je veux acheter un nouveau comment se connaît ça? Un nouveau roulotte pour aller à la plage dans l'été. Est-ce que je veux acheter un nouveau bateau? C'est des affaires comme ça. Alors, ils sont en train d'avoir une vie. Okay? Ils gagnent de l'argent dans l'entreprise. Les fins de semaine, on veut aller à la plage et ça, c'est leur vie. Et leur plan d'habitude de sortir de l'entreprise, c'est qu'ils vont être là
toujours. Ils n'ont pas de plan pour sortir. Et ce qui arrive, les raisons pourquoi les gens venaient dans mon bureau à Sunbelt, à Moncton, je les listais sur l'écran. Ennui et fatigue. Alors, j'avais des clients presque chaque semaine qui entraient dans mon bureau pour dire « Hey, j'ai fatigué de faire ça. Ça fait 15 ans que je fais la même chose. Je veux faire quelque chose de nouveau. » Et quand un gens qui est employé arrive à être ennuyé de son emploi, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher quelque chose de nouveau. Puis quand il trouve quelque chose, on donne la notification à l'employeur et là, on change la carrière. Mais pour les gens qui ont des petites entreprises, ils n'ont pas cette option parce que d'habitude, la majorité de la net worth de leur famille, c'est dans l'entreprise. Alors, il faut le vendre pour achever quelque chose, pour faire la prochaine entreprise ou même si on retourne d'être un employé pour sortir de l'argent pour faire quelque chose d'autre. La divorce, c'est la même raison pourquoi les gens ont besoin de vendre des maisons. On est là ensemble comme un couple et quelque chose arrive et maintenant on n'est plus capable de faire fonctionner l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises où l'homme et femme travaillent ensemble. Et moi, dans mon expérience, j'ai vu plusieurs exemples où l'homme et femme travaillent ensemble dans l'entreprise. Ils sont en train d'avoir un divorce. L'homme ou la femme sort de la maison pour chercher un appartement, mais chaque matin, ils retournent dans l'entreprise pour travailler ensemble. Ça ne fonctionne pas bien. Et s'il y a un et l'autre qui veut acheter l'autre moitié de l'entreprise, là, ils décident ensemble que c'est quelque chose qu'il faut vendre. Mauvaise de santé, ça c'est, on sait les raisons. Les propriétaires ne veulent pas, ou ils savent que peut-être il n'y a personne dans la famille qui peut prendre l'entreprise. Alors, ils veulent vendre avant que la fin, avant la fin. Et besoin de déménager. Ça, c'est un qu'on voit plus en plus souvent. Ce qui arrive, par exemple, on a un couple qui sont mariés et un côté du couple, c'est une personne qui gagne beaucoup d'argent dans une carrière. Disons un officier dans le militaire, un chirurgien, professeur à l'université, quelque chose comme ça. Puis l'autre côté de du couple, l'homme ou la femme, eux, ils ont une entreprise. Et peut-être c'est une bonne entreprise qui gagne 60, 90, 100 000 piastres par année. Mais l'autre qui a la carrière, lui ou elle gagne comme 200 000. Alors, s'ils ont l'opportunité d'aller à Calgary pour avancer la carrière, là, l'entreprise est maintenant à vendre. Parce que le couple veut être ensemble, puis ils vont suivre le revenu qui est plus grand. Et finalement, la retraite. Okay? Et problème financier. Des fois, quand une entreprise tombe en faillite, la solution que l'entrepreneur pense, c'est de trouver quelqu'un d'autre qui veut acheter ça. Alors, je vois ça très souvent, mais vraiment, ça ne fonctionne pas. Et on va voir durant la présentation pourquoi les gens n'achètent pas d'habitude les entreprises qui tombent en faillite. Alors, ça veut dire que 80% des raisons pourquoi les petites entreprises sont mises à vendre, ce n'est pas des choses qui sont prévues. C'est des choses qui arrivent dans la vie qui nous forcent d'être dans une position où maintenant, hey, on a besoin de vendre l'entreprise. Alors, si on n'est pas préparé, ça devient très difficile parce que là, on a besoin de faire les préparations quand on est en train de trouver un acheteur et on a besoin que ça passe vraiment vite. Et ça, c'est difficile. Presque toutes les informations sur les ventes commerciales sont basées sur le besoin des vendeurs. Si vous allez chercher des livres qui sont au sujet de vendre les entreprises, ça parle toujours des demandes ou qu'est-ce que le vendeur veut. Mais dans n'importe quelle industrie où on fait des affaires, ce n'est pas le vendeur qui fait les règlements, c'est l'acheteur, c'est le client. Comme, je vais vous dire une petite histoire. J'avais un client ici dans le Grand Moncton. Elle avait un petit café. Elle vendait du café, des muffins, des biscuits, des affaires comme ça, la soupe, des sandwichs. Et elle voulait vendre son entreprise pour un tel montant d'argent. Elle m'a engagé pour vendre le café
Et la première chose que je faisais toujours, c'est de faire une évaluation. Et là, je retournais pour lui démontrer que l'entreprise pourrait être vendue pour 75 000. Ce n'était pas assez pour elle. Elle dit non, j'ai besoin au minimum 150. Et là, OK, d'accord, on peut achever ça, mais il faut que vous installez une politique dès maintenant dans le café que ce n'est pas permis d'acheter une tasse de café. Il faut que tous les patrons achètent 2 tasses de café. Il faut qu'on double les ventes. Puis elle m'a regardé comme j'avais 2 têtes. C'était fou. Non, elle dit, c'est impossible. Les gens ne veulent pas tous acheter 2 tasses de café. J'ai dit, ah, exactement. Alors, tu comprends, pour avoir un succès en affaires, il faut penser des besoins du client. Et quand quelqu'un décide de vendre leur entreprise, ce qui arrive du point de vue de courtier, c'est leur entreprise devient une partie de mon inventaire. Alors, c'est comme je prends le café, je mets ça dans une boîte et je mets ça dans mon bureau comme une pièce d'inventaire. Là, c'est une entreprise à vendre. Voici la boîte. Ouvre la boîte, c'est un café là-dedans. Alors, les acheteurs entrent dans mon magasin pour acheter des entreprises, des opportunités. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Voici, j'ai un café, j'ai une autre entreprise, etc. Il faut que la morceau d'inventaire, l'entreprise que je suis en train de vendre, il faut que ça fait du sens à l'acheteur pour l'avoir. Alors, c'est l'acheteur qui va créer la situation où on va être capable de vendre l'entreprise. Et ça, c'est la pièce qui manque dans la plupart du temps quand les gens pensent à vendre leur entreprise. Ils ne pensent pas du côté de l'acheteur, qu'est-ce que l'acheteur a besoin et les raisons pourquoi l'acheteur veut acheter une entreprise qui roule déjà. Alors, qu'est-ce que les acheteurs achètent? C'est quoi qu'il veut? Est-ce que c'est des choses dans l'entreprise? Est-ce que c'est les affaires qu'on a, la machinerie, les équipements? Est-ce que c'est l'achalandage, le goodwill? Est-ce que c'est le cash flow qui vient de l'entreprise? Est-ce que c'est l'inventaire qu'on trouve là-dedans? La réponse, c'est du cash flow. Les acheteurs qui veulent acheter des entreprises sont en train de trouver une nouvelle source de revenus. Quand j'avais mon bureau à Moncton, les gens entraient pour acheter des entreprises et je leur demandais tous quelle sorte d'entreprise est-ce que vous voulez acheter. Presque personne disait « Moi, je veux acheter une entreprise de construction. Moi, je veux acheter un restaurant. Moi, je veux acheter une entreprise en détaillant. » Ils disaient « Je travaille pour la compagnie de téléphone, je gagne 70 000 $, je veux acheter quelque chose qui va remplacer mon revenu. » Ça, c'est qu'est-ce que les gens achètent. Ils achètent un cash flow. Et c'est la même chose quand moi et toi, on va à la banque pour faire les planifications financières. Le personne à la banque nous dit « Hey, voici un tel fonds mutuel. D'habitude, ça gagne 8 à 10 ». Et, ah, OK, ça, c'est qu'est-ce que je veux. Alors, on place notre argent pour recevoir un investissement, pour recevoir d'autres argent. Okay? La différence pour les acheteurs de petites entreprises, c'est qu'ils font un investissement, mais à la même fois, ils achètent un emploi. Parce que la majorité du temps, l'acheteur de petite entreprise, lui, va devenir gérant. Alors, il fait un investissement et il achète un emploi. Alors, c'est pas n'importe quel emploi ou n'importe quel cash flow qu'il achète. Il faut être certain que le cash flow va continuer quand lui est propriétaire. Okay? Puis les cash flows, ça vient dans plusieurs niveaux. Alors, on va voir ça. Alors, probablement, vous connaissez des gens qui ont des petites entreprises, travaillent 50-60 heures chaque semaine, et ils gagnent un salaire qui est moins de ce qu'il aurait gagné s'il travaillait pour une autre compagnie. Alors, si, par exemple, moi, j'ai des qualifications de gagner 50 000 par année et je travaille dans mon petite entreprise et je gagne 35, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon petite entreprise, ce n'est pas vraiment une entreprise, c'est un loisir.
parce que ça fonctionne seulement parce que moi, je fais un don de mes heures de travail. La différence entre un petit entrepreneur dans une situation comme ça et les gens qui construisent les trains en modèle dans leur sous-sol, c'est les gens qui construisent les petits trains savent qu'ils dépensent de l'argent et le temps pour quelque chose qu'ils aiment faire. Okay? Ils réussissent à avoir une bonne humeur de faire des affaires comme ça. Mais les gens qui font ça dans l'entreprise, ils pensent vraiment qu'ils sont en train de construire une entreprise qui tient une valeur. Mais est-ce que tu, comme acheteur, est-ce que vous voulez acheter quelque chose qui a besoin d'une suicidation avec votre effort? Non, c'est pas quelque chose qu'on veut acheter. Si on est capable de réussir à avoir un niveau de compensation, un niveau d'argent qui est égal à ton emploi. Alors, si mes talents ont une valeur de 50 000 par année, et là, je réussis à avoir un revenu de 50 000 dans mon petite entreprise, là encore, ce n'est pas vraiment une entreprise. Je suis le propriétaire d'un job. Okay? Puis, est-ce qu'il y a des gens qui veulent acheter un job? Oui, il y en a. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Là, on trouve les nouveaux immigrants. Ils ne sont pas capables de travailler dans leur domaine de formation. Alors, ils ont besoin de faire quelque chose pour avoir un job et des fois, il faut qu'ils achètent quelque chose pour avoir de l'argent. Okay? Mais vraiment, est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire un investissement pour gagner un job? Pas grand monde. Là, on parle de la valeur des effets, comme la machinerie, des outils, des choses comme ça. Si on réussit à gagner un salaire qui est égal à notre valeur de ce qu'on peut faire comme employé, et encore plus il y a un profit, là, on a une vraie entreprise. Parce qu'on peut gagner un salaire, même que si on travaille quelque part d'autre, et on peut avoir un retour sur l'investissement qu'on a fait en achetant l'entreprise. Et ça, c'est qu'est-ce que les acheteurs veulent. Ils veulent avoir une compensation pour le travail qu'ils font comme directeur de l'entreprise et en plus, ils veulent avoir un retour sur l'investissement qu'ils ont fait quand ils ont fait l'achat. Okay? Et quand on s'applique une moyenne d'examination comme j'ai fait ici, on voit qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui vraiment, c'est pas possible de les vendre. C'est vraiment difficile. Et une des conversations qui est vraiment difficile que j'ai très souvent avec des gens, c'est d'expliquer qu'ils ont réussi à avoir quelque chose qui n'est pas vraiment vendable. Voici un exemple. Okay? Un petit nettoyeur à sec à l'ouest du Nouveau-Brunswick. Et je ne pense pas qu'ils sont ouverts aujourd'hui. Lui avait un profit de 50 000 par année. Okay? Il était vraiment fier de son compagnie, puis il voulait le vendre. Okay? Moi, je suis arrivé sur la scène, j'ai dit « montre-moi les états financiers ». Il m'a montré son bilan, puis tout ça. Et j'ai aperçu sur le page de profit et dépenses qu'il n'y avait pas un loyer. J'ai dit, il n'y a pas de dépenses pour le loyer. Non, c'est à moi l'édifice. C'est mon bâtisse. C'est mon père qui l'a acheté. Ah, OK. Alors, si vous parlez avec un évaluateur d'immobilier pour les bâtisses commerciales, ce qu'ils vont expliquer, c'est que pour calculer la valeur du bâtisse, il faut savoir combien de loyer ça peut gagner. Puis ensuite, on enlève les dépenses du propriétaire et là, on a un profit, un cash flow pour l'édifice. Okay? Ensuite, on voit ce que les investisseurs sont prêts à payer dans le marché, puis on trouve ce qu'on appelle un capitalization rate. Ça, c'est le montant de profit que les investisseurs cherchent dans le marché. Alors, peut-être à Moncton, c'est 8% ou 10%, disons. Ça veut dire que si le loyer pour un bâtisse devrait être de 20 000 par année, puis on veut chercher un taux de retour de 10%, là, le bâtisse tient une valeur de 200 000 $. Okay? Mais quand le bâtisse est mélangé avec une entreprise,
c'est difficile de voir où est le revenu qui appartient au bâtisse. Et j'ai expliqué au monsieur que 20 000 de son profit de 50 000 appartenait vraiment au bâtisse. Lui travaillait chaque jour dans son entreprise pour être son locataire. Oui, ça c'est le mot. Il travaillait chaque jour juste pour être son locataire dans son bâtisse. Là, 20 000 du profit appartenait au bâtisse, puis vraiment le profit de l'entreprise, c'était seulement 30 000. Et je lui demandais, qui va payer de l'argent pour gagner un emploi de 30 000? Qui va payer pour ce privilège-là? Et là, on voit que vraiment, ce n'est pas une entreprise qui est vendable. Okay? Il y a deux sortes d'acheteurs. Il y a les acheteurs financiers et les acheteurs stratégiques. Les acheteurs financiers, ça, c'est les gens qu'on a discuté déjà, des gens qui cherchent un revenu. Ils ont besoin de l'argent pour payer les factures à la maison, pour payer pour le collège pour leurs enfants, l'épicerie, tout ça. Les acheteurs stratégiques, eux, ils sont un petit peu différents. Les acheteurs stratégiques peuvent faire plus de profit avec une entreprise que le propriétaire aujourd'hui peut faire. Alors, voici un autre exemple que j'utilise très souvent. Disons qu'il y a un contracteur, un couvreur à Moncton, fait l'installation des toits. Okay? Lui travaille à Moncton, peut-être il a 3 différentes équipes qui font les maisons chaque été et ils achètent les matériaux, ils font son travail. Lui décide de vendre son entreprise. Il peut vendre son entreprise à quelqu'un qui comprend l'industrie, comment être un couvreur, ou il peut vendre son entreprise à un autre entrepreneur qui est un couvreur, disons à Saint-Jean. Le monsieur à Saint-Jean, lui parle avec son fournisseur de matériaux et le fournisseur explique que s'il peut doubler les achats, là, il va gagner un rabais de 5%. Mais à Saint-Jean, c'est impossible de doubler le grandeur de l'entreprise parce que les compétiteurs sont là. C'est vraiment un marché difficile. Alors, c'est presque impossible pour lui de doubler ses chiffres d'affaires. Mais s'il achète l'autre compagnie à Moncton, là, il double ses achats, il peut gagner les rabais du fournisseur. Puis à la même temps, la compagnie à Moncton, ils ont un madame au bureau qui répond à la téléphone. Elles font toutes les affaires avec les dossiers pour payroll et tout ça. Et elle peut être éliminée parce que celui à Saint-Jean a déjà des gens dans le bureau qui peuvent faire tout ça pour les employés à Moncton. Là, si l'acheteur vient de Saint-Jean, qui est déjà dans l'industrie, il est capable de faire plus de profit même que le vendeur. Alors, pour lui, ça avait beaucoup de sens de faire l'achat. Et je vous demande, c'est qui est capable de payer plus pour l'entreprise? L'acheteur financier ou l'acheteur stratégique? C'est toujours l'acheteur stratégique qui est capable de payer plus parce que ça fait plus de sens, parce que lui va avoir plus de profit à cause de ce qu'il va être capable de faire quand les deux entreprises sont rassemblées ensemble. Alors, voici des questions que je demande avec les entrepreneurs. Est-ce que c'est une industrie où on peut agrandir très simplement, scalable, on dit en anglais? Est-ce qu'il y a des autres compagnies qui sont en train d'acheter les petites compagnies aujourd'hui? Est-ce qu'il y a les grands compétiteurs que peut-être on va trouver quelqu'un qui va nous acheter? Vous connaissez sur la ligne Michel à Chidiac. Lui, son famille était dans l'industrie de propane, puis ça, c'est exactement ce qui est arrivé avec leur entreprise familiale. C'était acheté d'une grosse compagnie de Québec. Alors ça, c'était une acquisition stratégique. Si les gens peuvent répondre oui aux questions, là, ça veut dire qu'un acheteur stratégique est possible. Non, ça va probablement être un acheteur financier. Alors, vous voyez que si on prend du temps à faire des préparations, on peut faire des changements dans l'entreprise qui va être capable pour que ça soit possible, une possibilité que l'acheteur va être quelqu'un
dans le même domaine, ça peut être un acheteur stratégique et là, on peut gagner plus. Mais pourquoi, OK, la valeur de l'entreprise, ça vient du cash flow. Mais la décision sur la part de l'acheteur que il pense qu'il est capable de continuer le cash flow, ça, c'est le déterminant que si l'entreprise est vendable ou non. OK? Alors, on peut avoir, disons, un dentiste. OK? Ça se peut qu'il y ait un dentiste ici dans mon quartier qui veut vendre. Lui gagne un profit de 200 000 $ chaque année. Selon moi, est-ce que son bureau est une entreprise qui a un profit qui est vendable? Oui. Mais moi, je ne peux pas l'acheter parce que moi, je ne suis pas capable de continuer ce cash flow-là parce que je ne suis pas un dentiste. Okay? Dans une entreprise qui est plus générale, les mêmes questions sont là. L'acheteur demande, est-ce que je suis capable de faire fonctionner cette entreprise? Et voici les raisons que je vois très souvent. Je ne veux pas acheter l'entreprise parce que j'ai peur que les états financiers sont incorrects. Il y a des erreurs, il y a la fraude. J'ai peur que les clients vont partir. J'ai peur que les employés vont quitter. J'ai peur que je ne peux pas diriger cette entreprise. J'ai peur parce qu'il y a des changements qui s'en viennent dans l'industrie. Je ne suis pas capable d'adapter. J'ai peur que je ne comprends pas avec une exactitude nécessaire qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise. Et là, l'achat ne continue pas. L'acheteur décide que ce n'est pas pour lui. Comment est-ce qu'on prend soin de ces problèmes-là? C'est toujours la même réponse, c'est les systèmes. Alors, moi, j'avais une de les entreprises que j'ai vendu plusieurs restaurants, mais il y avait une réunion entre l'acheteur et le vendeur d'un restaurant et l'acheteur avait peur que les employés auraient partir de l'entreprise. Il dit, « Hey, j'ai peur que les employés vont quitter. » Et le vendeur lui regarda puis il disait, « OK, c'est un restaurant. Je vais te donner une garantie. 1 an de maintenant, tous les employés vont être partis. » Et là, l'acheteur, il dit, « Tu me garantis que tous les employés vont quitter? » Il dit, « Oui, c'est un restaurant. Ça, c'est ce qui arrive. » Mais voici le système que j'ai développé pendant des années qui m'a aidé à trouver les bons employés qui font un bon travail. Et là, il a expliqué les annonces qu'il fait sur Internet, la méthodologie qu'il utilise. Il dit, « Hey, je permets pas aux applicants de m'envoyer quelque chose par courriel. Ça dit dans l'annonce qu'il faut prendre le téléphone pour m'appeler pour faire un rendez-vous. » Et je reçois tout le temps des résumés par courriel. C'est les gens qui n'ont pas lu l'annonce. Là, je sais que ce n'est pas des gens pour moi. Quand le téléphone sonne, c'est quelqu'un qui a lu l'annonce, ils savent qu'est-ce que je cherche. Là, il fait un rendez-vous. Mais seulement la moitié des gens qui font un rendez-vous arrivent. Ça, c'est une bonne affaire. Ça veut dire que les gens qui ne vont pas venir quand c'est leur tour de travailler, je ne vais pas les engager. J'engage seulement les gens qui lisent les instructions, qui sont assez motivés de venir me voir face à face pour avoir une interview. Alors, en expliquant le processus qu'il a développé, là, il était capable de prendre soin des peurs de l'acheteur. Okay? Alors, c'est toujours les systèmes. C'est faire fonctionner l'entreprise dans une manière qui est honnête avec les états financiers. Ça, c'est premièrement. Et les systèmes de comment fonctionner les operating systems dans l'entreprise. Dans chaque transaction, on voit toujours que c'est presque impossible d'avoir un financement complet pour l'achat d'une petite entreprise. Pourquoi? Parce que si c'est une bonne entreprise, il y aura un tel montant de valeur qui est attributable au achalandage. Okay? Alors,
S'il y a un inventaire, s'il y a des machineries, des équipements, là, on peut aller à la banque pour du financement. L'acheteur, d'habitude, lui, rend ses épargnes pour faire l'achat. Il y a un petit peu de down payment qui vient de l'acheteur. Mais d'habitude, il y a toujours une portion qu'on ne peut pas trouver de l'argent. Et là, le vendeur fait un financement. Okay? Alors, l'entente peut-être pour un achat de 100 000 $, c'est que l'acheteur va mettre 20 000, lui va emprunter 50 000 de la banque, puis là, le dernier 30 000, ça va être payé à travers 3 ans, 4 ans avec de l'intérêt, avec des paiements mensuels, disons. Si on n'est pas préparé et les états financiers ne démontrent pas un bon profit, ce qui arrive, c'est l'acheteur va aller à la banque pour avoir du financement et la banque va dire non. Parce que selon les États et la banque, l'entreprise n'est pas bonne. Okay? Alors, ça veut dire qu'on peut faire l'achat, on peut faire une entente, mais c'est le vendeur qui va être la banque. Alors, moi, j'ai fait plusieurs ententes avec des gens pour une entreprise qui avait une valeur de 100 000 $ où l'acheteur met 20 25 000 et c'est le vendeur qui fait le financement de tous. Alors, 75 000 $ à travers 5 ans, parce que c'est impossible d'avoir un financement à la banque à cause de l'état des états financiers. Okay? Alors, c'est toutes les choses qu'on peut faire en avant, c'est toutes les choses qu'on peut préparer. Avec les systèmes, on démontre à l'acheteur que n'importe qui peut faire fonctionner l'entreprise. On veut exécuter avec des rapports financiers qui sont précis, qui démontrent exactement ce qui passe dans l'entreprise. On est capable de structurer l'accord pour que ça enlève le risque de l'acheteur. Alors, voici un exemple. Ici au Nouveau-Brunswick, on a beaucoup d'entreprises qui sont saisonniers. Et d'habitude, quand on veut emprunter de la banque, c'est un paiement mensuel. Mais si, par exemple, on sait déjà que dans l'hiver, disons, ça va être plus difficile, les profits sont moins dans l'hiver, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à l'acheteur à éviter le risque? On peut arriver en janvier et on peut appeler au vendeur et dire « Hey, j'ai pas assez d'argent pour te payer, est-ce qu'on peut faire quelque chose? » Là, ce n'est pas le bon temps pour renégocier l'entente. Mais ce qu'on fait d'habitude, c'est avant qu'on arrive dans cette situation-là, on fait un accord qui marche. Alors, par exemple, dans la note, le promissory note qu'on donne au vendeur quand on fait l'achat, on peut mettre dans la note les termes et conditions. Disons, dans un tel mois, si les ventes sont moins d'un tel chiffre, là, l'acheteur a le choix de soit payer le paiement normal ou payer seulement l'intérêt. On va garder le principal pour le prochain mois. Là, ça donne un autre mois pour payer le prêt, mais ça donne le choix à l'acheteur de conserver son argent. Et ça réduit le risque dans l'entente. Et ça marche pour le vendeur parce que si le vendeur met l'acheteur dans une position où il manque de l'argent, là, l'entreprise est en risque et collectionner son argent est maintenant en risque. Mais si on fait une entente qui marche pour l'acheteur, l'entreprise peut ça peut bien marcher, il peut conserver son argent jusqu'au printemps, là où les chiffres commencent à monter encore. Là, c'est une entreprise qui est plus dure, plus forte, et ça peut fonctionner et la dette va être payée. Alors, ça, c'est les choses qu'on explique entre l'acheteur et le vendeur. Et si vous êtes capable de faire quelque chose qui va éviter ou gérer le risque pour l'acheteur, là, c'est plus simple à vendre et ça va être moins un risque pour toi comme celui qui fait l'empreinte à l'acheteur. Alors, le processus pour vendre une entreprise, j'ai mis les 7 étapes. Alors, c'est la préparation, ça c'est ce que je parle aujourd'hui, faire des systèmes, prendre soin des états financiers. Deuxième chose, c'est faire une évaluation professionnelle. Qu'est-ce qu'on pense vraiment que quelqu'un va payer pour cette entreprise? Ensuite, on peut déterminer le prix demandé quand on a fait l'évaluation. On donne toujours un petit peu d'espace pour les négociations.
Mais là, on peut avoir un bon prix demandé qui fait du sens. Un des problèmes avec mettre un prix qui est trop élevé, c'est les acheteurs qui savent qu'est-ce qu'ils font, vont voir ça, puis vont dire, « Hey, voilà un vendeur qui ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Ça vaut pas la peine de lui parler. » Et le vendeur, lui, rencontre jamais les acheteurs, ce que moi j'appelle les acheteurs raisonnables. Ceux qui ont de l'argent, un bon dossier de crédit, la capacité, l'expérience en gestion, lui ne veut pas passer son temps avec un vendeur comme ça parce qu'il pense que le vendeur est fou de demander un prix qui est trop élevé. Mais les acheteurs qu'on rencontre n'importe quand, c'est les acheteurs qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Alors là, on est dans une position où on rencontre des acheteurs qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font et on peut gaspiller des années parler avec les gens quand on demande trop. Si le prix demandé fait du sens, là, on peut rencontrer l'acheteur qu'on veut, on peut avoir une entente, on peut avoir le financement, on peut avoir une transaction. Alors, prochaine étape, l'emballage. Ça, c'est la préparation d'un forfait de documents pour donner aux acheteurs, pour démontrer ce qui est bon dans l'entreprise et que ça vaut le montant qu'on demande. Là, on fait la publicité. Ça devrait être toujours une publicité au confidentiel. Alors, si vous regardez sur les sites web, un bon site web pour les entreprises à vendre, c'est acquisition.biz. Ça, c'est un qui est géré au Québec. Alors, pour ceux qui sont dans les régions francophones, acquisition.biz, c'est un bon site web. Et pour les autres régions et pour vraiment tout le monde, businessesforsale.com ou bizbuysell.com sont des sites web où les entreprises sont à vendre. Et là, si vous cherchez, vous allez voir des annonces comme ceci. Restaurant familial au sud de Nouveau-Brunswick avec un revenu de 1,2 million et un profit de 150 000. Et ça, c'est tout ce que ça dit. C'est au confidentiel. On ne veut pas que les gens peuvent deviner c'est qui est à vendre. Parce que si ça devient une nouvelle au public qu'une telle entreprise est à vendre, ça peut nuire à l'entreprise. Les clients auront peut-être peur d'aller faire des affaires avec eux. Les fournisseurs peut-être ont peur que peut-être la compagnie n'est pas capable de payer ses factures, etc. Alors, on veut que ça soit une publicité confidentielle. Ensuite, quand on trouve quelqu'un, on fait une visite. On démontre la compagnie, peut-être un appel sur le téléphone avec le vendeur, puisque l'acheteur peut apprendre plus d'informations sur l'histoire du compagnie. Qu'est-ce que vous faites là? Ça fait combien d'années que vous êtes là, etc. Si c'est quelque chose que l'acheteur veut, là, on peut avoir une négociation, puis ensuite la phase finale avec les avocats, puis tous les documents, les contrats, puis tout ça. Okay? Alors, en faisant les deux premières étapes, la préparation et l'évaluation, là, on est préparé si quelque chose arrive. Et souvenez-vous, 80% des raisons pourquoi les petites entreprises sont à vendre, c'est des choses qui ne sont pas prévues. Alors, en faisant la première et deuxième étape, on sait la valeur de l'entreprise. On peut faire des meilleures décisions. Est-ce qu'on devrait acheter la nouvelle machine? Est-ce que ça fait du bon sens? Est-ce que ça va nous aider à améliorer la valeur de l'entreprise ou non? Ça, c'est les questions que les grandes compagnies demandent. Et les petites entreprises ne font pas l'analyse pour savoir si ça fait du sens de faire une chose ou l'autre dans la même façon. Alors, on veut que, et la préparation, les systèmes et tout ça, les gens arrivent avec une entreprise qui est plus facile à gérer et on trouve des problèmes qu'on ne savait pas existaient. Par exemple, des employés qui fonctionnent pas bien, des places où on fait le gaspillage de l'argent ou de ressources. Quand on fait des systèmes d'opération, on examine toutes les étapes de nos processus, on trouve des choses comme ça. Alors, mettez les systèmes en ordre. Moi, j'ai un programme virtuel. Il est en anglais, mais c'est un système de 12 étapes pour créer des systèmes dans une petite entreprise
qui roule déjà. On peut trouver ça à easysmallbizsystems.com. L'évaluation, on veut trouver quelqu'un qui est expert dans ce domaine-là. Et d'habitude, ce n'est pas un comptable. 90% des comptables passent leur temps à faire des états financiers et à remplir des formules de taxes. Okay? Une évaluation d'une entreprise, c'est une fonction de finance, pas de comptabilité. Et ça, c'est une des choses que les petits entrepreneurs ne comprennent pas. Parce qu'on ne trouve pas des experts en finance partout. Et dans chaque petit village, il y a quelqu'un qui prépare les taxes. Il y a toujours un comptable qui est là pour chercher des clients pour aider aux entreprises avec les taxes et des choses comme ça. Mais les experts en finance, on le retrouve dans les grosses compagnies. Alors, ce n'est pas quelque chose que les gens sont au courant. Parce que évaluation, c'est regarder à l'avenir. Les comptables, c'est faire certain qu'on prend un record de tout ce qui a passé dans l'histoire du compagnie. Une évaluation peut faire guider dans les grandes décisions et aider à faire des décisions. Par exemple, si quelqu'un veut vendre leur entreprise dans les prochaines années, on peut emprunter de l'argent pour acheter une nouvelle machine. On peut utiliser notre cash qu'on a pour acheter la machine. Ou peut-être on peut entrer dans un contrat de bail pour une machine, faire du leasing. Mais si on achète la machine avec un lease et on trouve que c'est quelque chose qui est assumable, alors l'acheteur peut prendre ce contrat-là. Ce qu'on fait, c'est on fait une option de financement qui est built-in dans notre entreprise. Alors maintenant, l'acheteur n'a pas besoin de trouver le financement pour la machine. Ils ont seulement besoin de prendre le contrat dans leur nom. Alors ça, c'est des choses qu'on peut planifier quand on est au courant de ce qu'on veut faire avec l'entreprise. Alors, je vais passer quelques instants juste pour expliquer mon processus. Pour ceux qui veulent apprendre plus, j'ai un site web, howtosellmyownbusiness.com, qui explique les étapes. Mais je travaille avec les gens pour leur aider à faire les nouveaux systèmes. J'ai quelques livres qui sont disponibles sur le site web et sur Amazon. How to Sell My Own Business, puis 12 choses que tu peux faire, il faut considérer avant de vendre ton petite entreprise. Ils sont disponibles sur audio aussi. Évaluation. Moi, je fais l'évaluation pour démontrer, par comparer une petite entreprise aux autres entreprises dans la même industrie, de la même grandeur. Moi, j'ai accès aux, comment est-ce qu'on dit ça, databases. J'ai de l'accès aux transactions, des informations sur les anciennes transactions par industrie et par grandeur avec les chiffres d'affaires. Alors, je peux faire une comparaison d'une compagnie sujet aux autres compagnies pour démontrer c'est quoi le prix qu'on peut estimer qu'on peut avoir pour cette compagnie. Puis ensuite, je fais l'emballage, tout un forfait de documents pour démontrer que le prix demandé, ça fait du sens. Et je prends soin de la publicité confidentielle et le coaching à travers le processus. Parler avec les gens avant la réunion avec l'acheteur, après la réunion, c'est quoi les prochaines étapes, etc. Et si quelqu'un veut savoir plus, comme je dis, howtosellmyownbusiness.com, ça explique mon processus. Et j'ai plusieurs livres qui sont disponibles sur Amazon, soit Kindle en papier ou en format audio. Et là, ça m'a pris quelques minutes plus long que quand je l'ai fait en anglais, mais j'utilise mon langue secondaire. Alors, j'espère que c'était assez facile de me comprendre. Si vous avez des questions, tu peux les mettre, soit les mettre dans la boîte de chat ou activer ton microphone et on peut parler ensemble.
Est-ce qu'il y a des questions? Je vois Lynn, René, Jean-François. Merci, Jean-François. Un banque de données, ça c'est un database? Parfait, merci. OK. S'il n'y a pas de questions, je vais dire au revoir. Et c'est toujours du fun de faire ça. Et ça a été enregistré. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin d'écouter ça, quand vous faites le lien, là, tu vas être capable de le trouver soit en vidéo ou en audio seulement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. C'était très intéressant. OK. Merci, Aaron. OK. Bonne journée. Bonne fin de semaine à tous. Bye-bye. Bye.